Terrorisme, antisémitisme, c'est des outils que l'oppresseur utilise contre nous. On n'est pas terroriste, on n'est surtout pas antisémite. Bienvenue à tous, bienvenue de retour sur la Black Elephant Experience. Je suis Félix Marquard, votre hôte, et aujourd'hui, c'est mon insigne privilège de recevoir Pierre Abissab. Pierre, bonjour. Bonjour, merci. Je suis, voilà, je choisis mes invités, j'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai la chance de m'être affranchi des considérations de ma culture sur qui est digne d'intérêt, qui est digne d'être invité. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai utilisé le terme de privilège parce que j'ai beaucoup d'amis dans le monde arabo-musulman et, cher Pierre, tu es un des noms qui revient très régulièrement au sein de la communauté qui m'intéresse, c'est-à-dire de la communauté qui résiste, qui n'est pas que musulmane, qui n'est pas qu'arabe, mais qui est aussi souvent arabe et musulmane, qu'elle soit et d'ailleurs et aussi également laïque, comme c'est ton cas. Mais il y a peu de noms qui traversent les frontières autant que le tien, et donc j'ai pu constater que tu bénéficies d'une aura en tant qu'intellectuel, critique d'art, journaliste, euh, qui est assez rare dans le monde aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. Je vais essayer de te présenter relativement brièvement. Donc, tu es né au Liban en 1961. Tu viens d'une famille. Ton père était euh, dans le comment dire faisait partie du parti Kateb auprès de Pierre Gemayel, donc qui est un parti, en tout cas ton père, tu le définis comme étant, même si ces étiquettes, j'en suis conscient, n'ont pas le sens qu'elles ont en France, et même de manière générale en France, c'est un parti chrétien, conservateur, phalangiste, donc de centre droit. Et toi, tu as une trajectoire qui t'emmène de plus en plus au fil des années vers la gauche, d'une part, le marxisme, même si ce n'est qu'une étiquette on en parlera à ses limites de nos jours, et la laïcité. Quelque part, c'est une trajectoire, un cheminement qui me, qui me parle. Voilà. Euh, donc, tu as fait tes armes dans différents journaux, dont notamment un pour lequel que je connais un peu, qui est Al-Hayat, euh, mais bien d'autres. Tu as surtout cofondé une revue qui s'appelle Zawaya. Tu as participé en 2006 à la cofondation de Al-Akhbar. Et tu es désormais, après avoir été tu as d'abord dirigé, il me semble, les pages art, culture et médias, avant d'en devenir le patron de la rédaction. Mais tu as démissionné en 2021 et tu es désormais à la tête d'un autre média télévisé qui est Al Mayadeen. Est-ce que jusqu'ici, j'ai bon? Parfait. Ok. Bon, je suis un peu rassuré. Euh, voilà, écoute, on va commencer en France. Je pense que les gens, euh, les gens, beaucoup de gens, en tout cas le grand public, ne te connaît pas forcément. Et j'ai envie de te présenter un peu plus parce que j'ai constaté en m'intéressant à toi que en France, parmi le grand public, ceux qui te connaissent par l'intermédiaire d'un livre qui sera un petit peu la toile de fond de cette conversation, même si je dois dire que voilà, j'ai des réserves, c'est le moins qu'on puisse dire pour le livre en question. C'est le livre Occident au pluriel de Frédéric Martel, puisque celui-ci t'a consacré un chapitre. Euh, Écoute, je vais commencer par une question simple.
puisque lorsqu'il présente ce livre, Martel déclare que, alors il est présenté sans arrêt comme étant un livre vertigineux, puisqu'il aurait fait euh, plus de 2000 entretiens tout au long de 8 années de travail. Donc tu fais partie clairement des conversations qu'il a eues, et il décrit les gens qu'il a interviewés comme sa clientèle, sa patientèle, ça dépend, il aime bien utiliser ces termes, et il les décrit en gros comme une belle brochette de salopards qui détestent de tout leur cœur l'Occident, que c'est une sorte de maladie. Alors, est-ce que tu hais l'Occident en général, cher Pierre? Non, bien sûr que non, pas du tout. D'abord, permets-moi de te remercier de me recevoir. Je me sens flatté. J'espère mériter l'intérêt que tu m'accordes euh, euh, par rapport à cet énergumène, à cet imposteur qui est Frédéric Martel. Moi, je souhaite qu'on ne, qu'on ne, qu'on ne polémique pas directement avec le livre, mais n'empêche cette tendance, cette malhonnêteté intellectuelle occidentale qu'il intègre à merveille, parce que vous parlez de 2000, tu parles de 2000 entretiens, s'il les a fait tous, comme celui qu'il a fait avec moi, c'était une petite heure dans un café dans la rue Hamra à Beyrouth, après m'avoir harcelé des mois. Quand tu passes à Paris, il faut qu'on prenne un café. Quand il est venu à Beyrouth, pendant 10 jours, je ne lui ai pas répondu. Après tout, je me suis dit, je vais aller boire un café avec lui sans qu'il me dise ce qu'il fait, ni rien. On a pris, puis il ne donne pas son avis. J'ai parlé, il m'a posé des questions, j'ai parlé. Et il a tout défiguré, il a tout transfiguré, comme c'est pas permis. Mais comme j'ai cette expérience, Félix, avec la presse occidentale depuis une quinzaine d'années, ils viennent tous au Liban, à Beyrouth. Il faut m'interviewer. Je suis francophone, je suis français. J'ai le même code qu'eux, ça facilite les choses. Et je vois comment tout ce que j'ai raconté est transposé ailleurs dans les papiers, après tout. Il y a une malhonnêteté terrible qui vient du fait que cet homme blanc qui maîtrise le bien et le mal, qui est sûr d'être dans son bien face aux barbares, à la barbarie, c'est le livre Occident au pluriel, tout à fait la même chose. C'est lui qui refaçonne, qui remodèle sa version. Il écrase toutes les nuances, tout ce que tu as pu lui dire, tout ce sur les choses sur lesquelles tu as voulu attirer l'attention dans un combat difficile, dur de ton peuple, des peuples de la région. Ils n'ont rien compris à rien. Le bien et le mal sont arrêtés d'avance. Donc, Martel n'a rien fait de plus. Sauf que là, c'est des accusations quand même graves. Je veux dire, moi, je ne suis pas un militant clandestin. Je suis sur la place publique. J'ai mes articles, mes textes, mes interventions. Je suis sur Twitter. Je veux dire, je m'exprime. Donc, ce n'est pas un scoop. Il n'a même pas fait l'effort de lire tout ça. Je veux dire, c'est pas un scoop, il démasque rien parce qu'il a parlé dans un des entretiens à la télé d'infiltrer ces gens-là. Il a fait un travail d'infiltration. Quel imbécile! Excuse-moi, permets-moi d'utiliser l'expression, mais il n'y a aucun mystère. Moi, je m'exprime tout le temps. Donc, comment être je suis anti-impérialiste, c'est sûr. J'ai essayé de lui expliquer ça, je lui ai lui dire, moi, mon parcours, les valeurs, je dois à l'Occident, aux valeurs occidentales, aux valeurs des Lumières, à la culture française qui m'a façonné tout. Et si aujourd'hui je me bats contre l'impérialisme, c'est avec des outils, très souvent, c'est avec ma douleur et mes intérêts, c'est la cause de mon peuple, bien sûr. Mais les outils viennent de là, c'est là que je les ai appris et je suis reconnaissant et redevable et jamais je n'ai, au contraire, je ne vois pas, il n'y a pas de guerre de civilisation pour moi. Il y a une guerre contre la mainmise occidentale sur nos peuples, notre droit à l'autodétermination, nos richesses qu'on veut subtiliser et voler, et puis la cause palestinienne, qui est pour moi le drapeau de toutes ces luttes, mais c'est tout. Donc, c'est quand même construit sur un mensonge, sur une imposture et sur le fait de trafiquer ce que les autres disent quand les autres s'expriment tout le temps. Donc, c'est facilement, comment dire, on peut facilement montrer que c'est un imposteur. Ça ne demande aucun effort. On choisit au pif 4 articles que j'ai écrits sur les 10 dernières années concernant la France ou l'Occident, etc. Et on voit que c'est pas du tout, ce ne sont pas, mes références viennent de là. Et d'ailleurs,
de ma culture arabo-musulmane, mais je veux dire, c'est un mélange complexe et c'est tant mieux, c'est très beau. C'est pas, je ne porte pas ça comme un fardeau ou comme une schizophrénie. Tout ça, toute cette dialectique, voilà, justement, on utilise un mot qui vient de l'approche marxiste, toute cette dialectique me forme. Je suis la synthèse de tout ça, au fait. En fait, la raison pour laquelle je suis assez d'accord avec toi, hein, il y a une partie de moi qui a envie de juste prendre ce livre, le jeter loin de moi, parce qu'en fait, il est tellement symptomatique d'un mal, d'une tendance occidentale à se projeter sur le monde, euh, à se réclamer d'un universalisme qui est tellement idiot, puisque c'est une conception de l'universalisme qui est tellement idiosyncratique, tellement en fait représentative d'une vision du monde, d'une Weltanschauung qui est en fait forgée et se limite vraiment à quelques quartiers parisiens. C'est assez phénoménal d'arriver à prétendre que les gens qui sont pas d'accord avec eux sont contre les valeurs universelles. Il y a une sorte de retournement de la pensée c'est intellectuellement, ça défie l'intelligence, ça défie la raison. Et mais en fait, pour moi, ce type est un non seulement ça part d'une inculture féroce, on va y revenir, ça part d'une conception du temps qui est euh, très très limité en réalité, mais c'est aussi un tour de prestidigitateur parce qu'en fait, ce que Martel fait, c'est prétendre que ce qui est la Weltanschauung en réalité quasiment de 9 êtres humains sur 10 est la marge, est fringe, est quelque chose de sulfureux, de corrosif et de finalement très bizarre. Et ça, c'est en fait, c'est ça qui explique la conversation très provinciale et la fenêtre d'Overton très particulière qui définit les médias occidentaux. Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer cela à des gens qui sont, pour beaucoup, quelque part emprisonnés par cette vision du monde étriquée et le fait que leurs médias, leurs principaux médias de référence, euh, euh, sont constamment en train de blanchir cette vision du monde, en tout cas de lessiver cette vision du monde. Écoute, il y a des exemples frappants. Des amis très proches à moi, avec qui j'ai eu le même parcours, on a les mêmes valeurs, on a milité ensemble de très longues années. Cette personne à laquelle je pense est restée à Paris, vit à Paris dans des réseaux, elle consomme tout le temps les médias de marge, les médias d'avant-garde, les médias alternatifs, mais aussi les médias consacrés, les médias dominants en France. Et j'ai vu son évolution intellectuelle sur certaines questions. Et c'est fou ce que, du coup, les médias peuvent, sur 10 ans, disons, reformater une personne cultivée, qui a son bagage, qui a ses outils critiques, mais qui est sûre du fait que le bien est du côté de l'Occident. En tout cas, sur des questions comme les droits de l'homme, des questions cruciales et importantes et sacrées. Elle m'envoie il y a 4 5 jours un extrait, pas un extrait, un article du Monde où on parle de l'oppression en Iran. Comment les cafés se vident, les intellectuels sont harcelés. Je veux dire, ça peut être le cas et il faut dénoncer, mais en plein carnage, face à un homme qui te dit, je vais effacer la civilisation perse sur 2000 ans, il y a un article et elle tient à me montrer que les droits de l'homme sont bafoués en Iran. Tu vois, c'est dans ces nuances-là, le fait qu'il y ait qu'on porte atteinte aux droits de l'homme, il faut dénoncer, il faut se battre contre, il faut tout ce qu'il faut. Mais en même temps,
cet amalgame complexe en plein carnage est bizarre. Et toute la presse occidentale fonctionne comme ça. C'est un combat, tu sais, c'est un combat de narrative. C'est un combat où on raconte Le l'histoire. récit. Oui. Le récit. Alors les gens te croient ou pas, et ce lavage de cerveau est très important. C'est-à-dire que on dénonçait le totalitarisme à une époque en parlant de la Pravda. Bon, l'Union soviétique, le Parti communiste, l'organe officiel du Parti communiste, c'est la Pravda, qui a la même mise, qui a le monopole de la vérité. Mais c'est la même chose en Occident, mon ami. Sauf que la Pravda, c'est trop complexe. C'est une machine d'une infinité de médias, de télé, de journaux, de sites alternatifs même, qui portent la vérité et qui fonctionnent au service de l'ordre établi, donc à savoir les intérêts capitalistes, les intérêts financiers, le capital dominant, et les intérêts politiques coloniaux ou néocoloniaux, les intérêts stratégiques d'un pays dominant comme la France. Et tous ces médias sont au service de ce récit. Donc, c'est tellement grave, et en même temps, on combat un monstre, un léviathan. On ne sait pas comment combattre, parce qu'à chaque fois, tu dénonces, tu décortiques. Il y a des penseurs, il y a des philosophes qui ont écrit des livres, qui ont essayé de démonter tout ça. Je pense au travail de Bourdieu sur les médias, etc. Mais ça ne suffit pas parce que ces médias-là inventent un président de la République. Les présidentiables de l'année prochaine en France les médias sont en train de faire leur branding aujourd'hui. Et c'est grave tout ça parce qu'il y a des milliardaires derrière ces médias qui imposent une vision, qui ont des intérêts, en plus souvent droitiers ou d'extrême droite, avec une vision occidentaliste blanche du monde, donc d'une hiérarchie des civilisations où il y a les plus civilisés, il y a un responsable d'Europe ou oui, de l'Europe qui avait dit, bon, nous, c'est le jardin, la civilisation, parler à des jeunes Joseph diplomates, Borrell, et puis voilà, l'ancien Borrell, patron de la et diplomatie européenne. européenne. Et bon, il y a les barbares autour de nous, il y a la jungle autour de ce jardin. Donc, c'est une vision raciste, coloniale du monde en 2024, 25, 26. On ne parle pas du début du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Donc, c'est ça, pour moi, la domination occidentale passe par les médias, par ce récit qu'on trafique tout le temps et par ce lavage de cerveau, cette reconstruction, remodelage de la conscience des individus et des groupes en fonction des intérêts capitalistes et impérialistes. Je sais, Ah c'est des oui, mots bah, désuets, c'est des mots passés de mode, mais je suis très vintage, donc je réutilise des mots parce que impérialiste, ça fait ringard de dire impérialiste aujourd'hui, mais c'est le cas. On est en plein dedans, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, quoi. alors, c'est un terme qui me semble fondamental pour comprendre le monde aujourd'hui, d'autant que je vois en fait l'Occident comme une hydre à plusieurs têtes, dont une des têtes est le Parti démocrate américain, puisque les États-Unis prennent beaucoup de place dans cette hydre. Ils ont deux têtes, le Parti démocrate et le Parti républicain. Donc moi, en tant qu'Américain, je rigole doucement quand les gens m'expliquent que les démocrates, c'est les gentils et les républicains, c'est les méchants. Je rigole d'autant plus doucement pardon, je rigole d'autant plus que dans la révolution culturelle qui est en cours aux États-Unis depuis le début de la phase industrielle du génocide palestinien qui a commencé en octobre 2023, il se trouve que ceux qui ont commencé à dire merde de manière vocale aux Israéliens et aux lobbies juifs aux États-Unis, puisque les boomers sont, c'est pas le cas heureusement, c'est pas le cas des jeunes juifs. Il y a énormément je dirais aujourd'hui, la plupart de mes amis antisionistes aux États-Unis sont juifs. Mais parmi les boomers, ils sont tous sionistes. Ils sont sionistes, certains de droite, certains sionistes light, voilà. Mais tout le monde est sioniste. Et donc, ceux qui ont commencé à leur dire merde, ce sont des gens qui ont voté pour Trump. Ce qui montre bien que les étiquettes occidentales, en réalité, font partie de la propagande.
Et moi, en réalité, quand je t'écoute et quand je regarde le torchon, parce que vraiment ce livre est une insulte en fait, c'est une insulte morale pour moi et c'est une insulte intellectuelle. Mais quand je regarde le bouquin de Martel, ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, en Occident, on a choisi de se concentrer lorsqu'on regarde le suprémacisme. On se concentre sur les gens à capuche blanche, pointus, qui portent des torches et qui se réunissent à Charlottesville. On se focalise sur quelques intellectuels euh, comme Renaud Camus ou je ne sais qui, où on se focalise sur certains partis, alors qu'en réalité, le suprémacisme blanc a été complètement métabolisé par l'ensemble du système. Tout à Et en réalité, moi j'ai l'impression que ce suprémacisme blanc-là, qui ne dit pas son nom, est autrement plus dangereux en réalité que la poignée de tarés qui font les guignols à Charlottesville avec leurs torches. Et c'est ça en fait dont, à mon avis, c'est marrant. Ce livre s'appelle Occident, mais tu sais, il y a un parti, il y a un mouvement, un groupuscule d'extrême droite bien sûr. qui a été fondé en C'est France dans les années 60, qui s'appelait Occident. Et en fait, c'est une réponse du berger à la bergère. C'est vraiment, il y a quelque chose d'impensé dans le livre de Martel sur ce qu'en réalité il est en train de dire, puisque ce qu'il dit, c'est que ce qui est devenu une analyse tellement commune dans le monde non occidental, c'est-à-dire que non seulement ça fait 500 ans que l'Occident met à feu et à sang, pille, viole, massacre dans le monde entier, mais en plus explique à tous les gens qu'il massacre, qu'il viole et qu'il pille, à tous les peuples, qu'il est en train de faire ça pour leur bien, qu'il est en train de les civiliser. Il est en train. bien sûr. Donc c'est la définition de ce qu'on appelle le gaslighting dans un couple quand un mari qui maltraite sa femme lui dit oui mais non mais c'est toi qui est voilà c'est vraiment la définition de ça. Or ce que Martel fait c'est dire non 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 en fait, c'est pas du gaslighting. Nous avons, en gros, ce qu'il fait, c'est valider 500 ans de massacres, de viols et de pillages. Absolument. Et ça passe comme une lettre à la poste dans les médias occidentaux. C'est juste phénoménal. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question pour peut-être prolonger le propos là-dessus, c'est est-ce que tu te rends compte au cours de la conversation avec lui que c'est ça qu'il porte Pas du tout. ou Pas du tout. Là, il y a une. Il ne mérite pas qu'on s'attarde sur lui. Mais il m'a déjà fait le coup il y a 10 ans, ou en 2015, qu'il était venu couvrir cette révolution spontanée qui s'appelait You Stink, euh, oui, contre le système incapable de ramasser les poubelles dans les rues. Il est venu, il m'a interviewé et puis il a publié ça dans Slate à l'époque. Et j'ai vu l'incapacité à comprendre ou alors la mauvaise foi dans tout cet article. Tout est faux, tout est. Il insiste sur les. C'était des militants de tous bords, de toutes les communautés, de toutes les confessions. Il insiste sur le fait de rappeler Druze, Pierre Abissab, maronite, de gauche, de machin. Il labellise, mais d'une façon imbécile, c'est-à-dire sans l'intelligence, sans la dynamique, parce qu'on est un peu ce à quoi on a appartenu dans notre enfance, notre histoire. Moi, je revendique tout ça, mais lui, sans comprendre. Donc, depuis, je le fuis. J'avais écrit un texte pour lui dire, voilà, c'est ça la presse occidentale pour moi. C'est la dernière fois que je reçois un journaliste. De toute façon, c'est une perte de temps et d'énergie, etc. Et toutes ces années, il a gardé le contact. Il est revenu à la charge. Et après avoir vraiment insisté, j'ai accepté de le rencontrer. Je me suis dit, je n'ai rien. Allez, de toute façon, je serai à Hamra. Je vais aller prendre un café avec lui.
Rien, c'était une conversation en me disant tout le temps, de toute façon, je ne t'interviewe pas, je veux mieux comprendre. Il est temps que tu comprennes. Et naïf que je suis, je me suis remis à lui expliquer toutes ces nuances, à lui dire, mais t'avais rien compris, et c'est l'Occident de toute façon qui ne veut rien comprendre, parce qu'il est dans la domination, et sa version, c'est la bonne. Donc le reste, ce n'est que des accessoires. On les utilise pour dire, voyez, on est civilisé, on donne la parole à l'autre différent, mais au fait, c'est le discours dominant. J'ai essayé d'expliquer des choses. Évidemment, il a mal compris et puis il poussait vers des détails, vraiment des détails. Il voulait parler d'homosexualité. Je lui expliquais que moi, je ne suis pas homo. Moi, je me suis battu au Liban pour la dépénalisation de l'homosexualité. Donc, c'est un combat dans les textes, dans les lois. Il y a un article que j'aimerais, j'avais appelé à l'abrogation de l'article 435 qui pénalise l'homosexualité. J'ai dit, dans les communautés, ça peut être tabou, ça peut être un péché, ça le restera. Il y a un grand dialogue trop profond avec la société civile, etc. Moi, pour moi, comme je me bats pour le droit des travailleurs, comme je me bats pour les droits des minorités, les droits de la femme, pour les homos, il ne faut pas que ce soit criminalisé par les lois, par le code pénal. Le reste, je m'en fous. Alors, je lui ai expliqué ça. Alors, pour lui, il fait semblant de défendre les homos pour créditer l'Iran et le Hezbollah. Il a fait des liens, mais pas possible. Je veux dire, je supporte la résistance pour les mêmes raisons pour lesquelles je défends le droit des homosexuels à ne pas être pénalisés. Un point, c'est tout. Donc, c'est dans ma démarche de gauche, dans ma démarche militante, de défendre les droits. Et il a tout mal compris. Au fait, il attendait quelques petites phrases. Il avait son discours tout fait, parce que c'est pas un entretien. Tu ne peux pas écrire toutes ces pages sur un entretien d'une heure. Je veux dire, il n'a même pas fait ses recherches, il n'a même pas fait traduire un article de moi. Il y a des articles de moi en français d'ailleurs. Pas du tout. Donc, oui, après coup, là, quand j'y pense, on sent le piège, mais moi j'étais trop naïf, je me suis investi comme d'habitude en disant des choses, en m'emportant, en accusant l'Occident. Et lui, ça faisait ses choux gras, quoi. Il était là en train de prendre note, de retenir tout ça, parce qu'il allait l'utiliser pour me diaboliser et diaboliser un discours qu'il n'a pas compris. Ou alors, à mon avis, il l'a tout à fait compris, mais c'est un raciste blanc qui ne supporte pas qu'il y ait des peuples qui défendent une autre réalité, une autre culture, d'autres religions. Même de mon point de vue laïque, je défends l'islam comme la religion des opprimés dans le monde. Et Lénine avait dit ça d'une façon ou d'une autre. J'avais la référence, je ne la connais pas par cœur. Il disait oui, on est contre les religions parce que c'est l'opium du peuple, etc. Mais l'islam est une exception parce que c'est la religion des peuples opprimés qui se battent à travers l'islam pour s'exprimer, pour défendre leurs droits et leur existence. Donc, tout est dans les nuances, même quand tu es athée ou agnostique ou laïque, c'est pas la laïcité de l'homme blanc, parce on en reparlera, etc. Il y a une laïcité en France qui est de plus en plus barbare, impérialiste, raciste, blanche. Donc, c'est une occasion en plus, une occasion de trop, d'opprimer et de mépriser les barbares, ces gens qui ne sont pas civilisés, qui sont chez nous depuis très longtemps, mais qui n'ont pas appris notre civilisation, et ils ne sont pas laïcs. Putain, on peut pas se moquer du prophète. Non, mais c'est quoi ça? C'est des gens pas civilisés. Tu vois, donc c'est pas du tout la laïcité, c'est pas du tout l'esprit laïque que j'ai appris en France. C'est-à-dire, tu crois en qui tu veux, tu es libre d'exercer tes cultes, ta foi, de vivre ta foi pleinement sous la houlette d'une république où il y a de la place, et il y a de la place pour tout le monde. Et on est tous citoyens à part égale. Pourtant, c'est simple, je veux dire, c'est pas. Donc, Charlie, je ne suis pas Charlie du tout, évidemment. C'est tout cet amalgame fondé sur un crime condamnable au départ, mais qui est devenu une machine raciste, anti-arabe, anti-musulman, anti-tiers-monde, anti tout ce qu'on opprime en Occident. Je, je, je pense que cette définition de la laïcité qui était une définition au départ qui accueillait le fait religieux et tenait à rendre également audibles les gens qui ne s'y identifient pas, a complètement dégénéré et de plus en plus, et notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron,
avec son premier ministre de l'Éducation nationale qui a complètement changé la définition de la laïcité pour qu'elle devienne en fait l'absence du fait religieux dans le domaine public, ce qui est une aberration, c'est un contresens absolu. Euh, Écoute, tu parles, je pense qu'une des choses, moi, qui m'intéresse beaucoup comme sujet, c'est le sujet de ce qui rentre dans le logiciel occidental quand on parle de terrorisme. Moi, j'ai une définition du terrorisme qui est assez simple, qui est de la poursuite de visées politiques par la violence contre les civils. Mais à cette aune, il y a énormément d'institutions dans le monde que l'Occident ne qualifie pas de terroristes. On le voit bien. Et il y a une organisation qui est très méconnue en France, très décrite de manière très superficielle en fait, euh, et qui est celle que tu as évoquée un peu plus tôt, qui est le Hezbollah. Est-ce que tu pourrais expliquer euh, et prends tout le temps dont tu as besoin, et c'est une question assez vaste, mais comment décrirais toi en tant qu'institution dans un pays où l'État n'est pas en mesure de gratifier la population de toute une ribambelle de services publics auxquels on a accès dans des pays qui sont enfin voilà, qui font Oui, partie de colonie. l'Occident. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais pour toi, quelle est la bonne manière de décrire le Hezbollah? Nous commençons par le terrorisme. Le terrorisme, c'est comme l'antisémitisme, à toute proportion gardée, et c'est des usages différents, mais des fois, c'est des usages convergents. Diaboliser les gens qui se battent contre la domination. Dès que tu dénonces, il y a la fameuse loi Yadan qui n'est pas encore passée, mais qui risque de l'être un jour, qui veut pénaliser les gens qui critiquent Israël, pour aller vite. Pareil, dès que tu critiques Israël, tu es antisémite. Et cet amalgame ne sert pas la cause. Bon, on parle un peu d'antisémitisme, on revient au terrorisme. Ça dessert la cause de militer contre l'antisémitisme. L'antisémitisme est un crime moral et politique, c'est une barbarie. Et en banalisant le fait, en accusant n'importe qui, n'importe comment d'antisémitisme, on laisse les vrais antisémites qui existent, qui risquent d'arriver à l'Élysée dans un an, et qui leur donne toute la légitimité. Eux, ils peuvent s'allier avec Israël aujourd'hui et effacer toute une histoire obscure, glauque, de collaboration, etc. Parce que le système occidental dominant blanc dit que maintenant Israël et l'Occident, c'est deux alliés contre les barbares. Pareil pour le terrorisme. Je me rappelle de cette phrase de maître Vergès, Jacques Vergès, qui parlait de terrorisme. Il a dit, moi, quand j'ai défendu Jamil Abu Hayrad en Algérie, sous occupation, l'accusation, elle était condamnée Qui à a fait, mort pour terrorisme. ouais, Pardon. avec laquelle il s'est marié et qui a été en fait une des premières à faire un attentat contre Absolument. le. Contre l'occupation française, contre l'occupation. Donc, c'est facile pour l'Occident dominant, pour n'importe quelle force coloniale, d'accuser ceux qui se battent contre de terrorisme. C'est pas pour ça, c'est la même chose que l'antisémitisme. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas un terrorisme abject à dénoncer, à lutter contre. Nous, on lutte en expliquant les choses, en montrant aux gens dans mon milieu, dans mon audience, dans le monde arabe et au Liban, il y a une forme de violence et de criminel qu'est le terrorisme. Et il y a. Manoukian n'était pas terroriste, mais les nazis l'ont condamné à mort avec son groupe pour accusation, l'armée du crime. Donc, on revient tous les résistants en France étaient aux yeux de l'occupant nazi des terroristes. Donc, pareil, quand on arrive au Liban, le Hezbollah est un parti légitime qui a des députés, qui a des ministres, qui a une grande audience au Liban et qui a une légitimité. C'est une résistance
Bon, maintenant, le fait que c'est pareil toujours pour les laïcs, c'est pas chic. Je veux dire, moi, j'aurais, si je veux faire le portrait robot d'un, d'un résistant, je dirais, il écoute du rock le matin, il fume un joint l'après-midi et le soir, il met son tri, il va lutter contre Israël. Ça pourrait être, je veux dire, dans mon fantasme, c'est peut-être ça. Il se trouve que dans la réalité du pays, les gens opprimés, les gens du Sud, donc qui font face à l'entité sioniste depuis 48, depuis l'occupation de la Palestine, c'est des chiites. Il se trouve qu'il y a eu en Iran la révolution islamique, qui est une révolution des opprimés. Maintenant, on peut être ou pas d'accord avec beaucoup de choses dans la République islamique, mais l'esprit, c'est un esprit de militer contre la tyrannie, contre l'occupation, contre l'Occident occupant, colonial. Donc, Contre ces ce que gens-là, décrivait Lénine. absolument, à sa façon, dans ses termes, à une autre époque. Donc, ces gens-là, la force motrice, la force qui les réunit, c'est l'islam. C'est une vision de l'islam. Et ça veut dire que moi, pas musulman, pas forcément agnostique, je dirais, je ne vais pas dire pas croyant, parce que je n'ai pas non plus envie de heurter des millions de gens que j'aime, ce groupe auquel j'appartiens, dans lequel je me fonds au sens gramscien du terme. Je suis comme eux, donc je ne veux pas jouer au laïc occidental qui arrive sur son cheval blanc, civilisé et chic, mais disons agnostique. C'est pas une raison pour que je les critique ou je prenne distance ou je dénonce une résistance quand l'État libanais, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, a été impuissant de défendre le territoire libanais depuis l'indépendance, mais surtout depuis 68 et le conflit avec l'ennemi israélien qui maintenant on veut nous l'imposer comme ami. C'est pas la majorité du peuple libanais n'est pas d'accord, hein. Il y a des statistiques qui ont été publiées. Bref, cette résistance-là a toute la légitimité politique, morale, au niveau du droit international, quand l'armée est incapable, pas parce que elle n'a pas une doctrine patriotique, mais parce qu'on ne lui donne pas les moyens. Les États-Unis t'interdisent de t'armer, sauf c'est eux qui t'arment. Donc, ils te donnent des hélicoptères de la guerre du Vietnam. On te donne des fusils qui ne servent à rien. Et on te dit, bon, ben, de toute façon, ton rôle n'est pas d'affronter Israël. Ton rôle, c'est d'être le gendarme qui garde les frontières d'Israël. Ah, merci. Donc, quelque part, il y a une résistance capable qui a payé très cher cette cause, cette foi, et qui défend le Liban. Voilà pour quelle raison moi je soutiens le Hezbollah, en tout cas la résistance islamique au Liban. Et on n'a pas le choix, c'est pas un luxe. C'est-à-dire, tu es avec la résistance ou avec l'occupant. Il y a cette troisième voie, je voudrais bien la voir. Beaucoup d'intellectuels chics de Beyrouth, tu parlais de quelques quartiers parisiens. Aussi, on a quelques quartiers à Beyrouth où on te dit, oui, de toute façon, moi je suis contre Israël, mais je ne peux pas supporter ces tchadors. Et alors, je dirais, les années 70, les militants avaient une autre référence qui était le marxisme. Donc, ceux qui se battaient au Liban, le Front populaire, Wadi Haddad, Georges Habash, qui se battaient contre, et qu'on a fait passer pour des terroristes. De toute façon, c'est le même scénario, avaient leur inspiration dans les régimes, dans les pays marxistes. Et il y a toujours une référence. Les chrétiens au Liban, en tout cas les catholiques, les maronites, ont une référence qui est le Vatican. Où est le problème que ces chiites aient une référence religieuse qui est à Qom? Ouais, je ne vois pas le problème. Donc, cet amalgame fait que beaucoup de gens qui veulent discréditer la résistance au nom d'une laïcité ou d'une modernité ou des droits de l'homisme suspect le font, ils s'en foutent de la démocratie. C'est comme en Syrie, à l'époque, Hollande et Fabius s'en foutaient du peuple syrien, de leurs droits. Pour eux, c'était un régime, avec tous les torts qu'il avait et qu'il a toujours dans notre mémoire, qui soutenait la résistance. Et c'était ça leur problème. Il fallait éliminer la résistance contre Israël. Donc, à chaque fois, on nous donne des slogans généreux, humanistes, droits de l'homiste, les premiers jours en Iran, l'agression contre l'Iran, Trump voulait leur amener la démocratie. Il disait, mais c'est un pays théocratique, autocratique, je ne sais plus quoi, et nous, on ramènera la liberté au peuple en massacrant 160 lycéennes dès le premier jour. Donc tu vois un peu, donc terrorisme, antisémitisme, c'est des outils que l'oppresseur utilise contre nous. On n'est pas terroriste, on n'est surtout pas antisémite, mais on n'est pas terroriste quand on est, comme je redonne l'exemple de Manoukian, quand on est des résistants qui défendons nos droits, notre territoire contre l'occupant.
d'autant plus, encore une fois, que je répète, je reviens toujours à ça, mais que l'Occident euh, se projette sur le monde en faisant comme si tous les privilèges qu'il a réussi à s'accaparer se sont faits au prix de siècles de colonisation et de pillage, et que maintenant, les valeurs qu'il a décidé de défendre, qui sont toutes très intéressées, puisque c'est des valeurs qui lui permettent de présider en haut de la pyramide humaine, euh, il tente de prétendre que c'est les valeurs de l'humanité. Alors qu'en réalité, ce que tu décris, c'est la position, encore une fois, de l'essentiel du genre humain. C'est ça, moi, qui me frappe beaucoup dans cette dialectique. C'est une incapacité de l'Occident à comprendre ses propres normes par rapport à la norme humaine, si tu vois, le plus vaste. Écoute, je reviens au Hezbollah, est-ce que tu pourrais nous raconter tout ce en quoi le Hezbollah est impliqué, puisque, encore une fois, on a une vision très parcellaire de ce que fait le Hezbollah euh, en, pour le Liban, dans la vie quotidienne des Libanais. En tout cas, jamais, 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 il n'a été coupable d'actes qu'on lui reproche aujourd'hui et qui sont contre le peuple libanais, qui sont contre en Syrie, dans le fameux conflit, dans cette fameuse guerre civile où l'intervention de la résistance islamique libanaise était contre les takfiris, qui était contre justement cette bande de fous de Dieu qui éliminait toute une civilisation en prétendant défendre le bien. Euh, il a défendu les chrétiens, les villages chrétiens ont été défendus et protégés par le Hezbollah. Il y a une fameuse photo d'un moujahid, d'un combattant du Hezb avec le fameux salut à la statue de la Sainte Vierge à Maaloula, le fameux chrétien, le village chrétien syrien. Donc, c'est pour dire que le Hezbollah est un parti politique qui a développé une résistance à travers les ans, donc qui a mis tout l'effort qu'il faut, tous les sacrifices qu'il faut, toutes les préparations qu'il faut, stratégiques, militaires, etc., pour préparer un affrontement avec l'occupant et pour résister à l'occupant. Un point, c'est tout. Maintenant, au Liban, c'est un parti religieux, c'est l'islam, parce que l'islam politique, il y a plusieurs branches. L'islam politique du Hamas ou qui sont sunnites, d'ailleurs, si on va se mettre dans ces querelles d'épiciers entre sunnites et chiites qui sont exécrables, qui sont le fait de l'Occident aussi, qui voudrait voir nos peuples s'entretuer entre tribus, entre sectes, au lieu de se battre pour leurs droits. Bref, Avec le donc le soutien Hamas, d'élites, ouais, ouais, avec le soutien d'élites sunnites qui sont bien en sûr, réalité sionisto-occidentalistes. tout à fait, c'est le cas. Certaines de nos élites, vraiment, soit en étant idiots utiles pour certaines gens, pour certains intellectuels de gauche, soit en le savant et en l'adoptant, cette vision sioniste du monde. Et il y a des sionistes musulmans, il y a des sionistes chrétiens depuis toujours. Tant mieux, ça encore, comment dire, ça nous dispense de retomber dans ce débat malsain qui est antisémite ou antisémite. Le sionisme est une idéologie politique, c'est une idéologie d'occupant, c'est une idéologie impérialiste. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la judaïté, sauf que c'est une partie infime, je dirais, des Juifs qui ont choisi, qui ont fait le choix sioniste. Moi, je me rappelle, et beaucoup de Juifs du monde arabe, de Juifs arabes, ils en parlent dans leur enfance. Leurs parents disaient, mais en tout cas, le sionisme, c'est un truc des Juifs, des séfarades, des Ashkénazes. Nous, on est séfarades, on n'y est pour rien. On est très bien en Irak, on est très bien au Maroc. On fait partie de ce Edmond Omran Melech, le grand écrivain marocain juif. Une fois, on lui dit, tu es juif marocain. Il dit, non, non, moi, je suis marocain juif. Et ils chantaient sur le makam arabe et en arabe leurs prières à Sawira ou ailleurs. Donc, pour revenir à cette question parler du Hezbollah, c'est une résistance, c'est avec les moyens et l'idéologie fédératrice
qui est la leur. Donc, à un moment donné, tu peux dire non sur le point de vue, moi, sur le point de vue, quand on parle de société, de droits de la femme, machin, vous dites ça, moi je dis ça. On n'est pas d'accord. Mais de toute façon, une loi qui gère tout ça, qui prend en considération toutes ces différences, peut régler les conflits et les différences. Et on se réfère à la loi, et les lois existent au Liban, la Constitution existe, les lois existent. On ne peut pas dire ça de tous les pays voisins. Donc, le Hezbollah, pour revenir à son, c'est un parti de résistance. C'est un parti qui est là pour se battre contre Israël et qui a pu le faire avec succès en 2000. On a vu le retrait israélien en 2006, même en 2023, 2024, avant qu'il n'y ait tous ces accords où Israël a bluffé. Après les accords, a continué à combattre quand le Hezbollah s'est retiré et a respecté les accords de cessez-le-feu, etc. Donc, on est face à un parti qui a sa légitimité, qui a une grande popularité, qui n'est pas forcément des chiites. En tout cas, la communauté chiite n'est pas toute, qui n'a pas tous les chiites n'ont pas ce modèle du Hezbollah. Donc, il y a beaucoup de chiites séculaires, laïcs, libéraux qui soutiennent le Hezbollah pour des raisons pas du tout confessionnelles. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de sunnites, il y a beaucoup de druzes et qui sont autour du Hezbollah. Maintenant, le combat au Liban, le combat de l'Occident, le combat d'Israël et des États-Unis, avec ce pouvoir vichiste qu'ils ont mis en place, donc qui est tout à fait à la solde de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, donc indirectement d'Israël, veulent défaire Hezbollah de tous ses soutiens. D'abord, au niveau national, au niveau patriotique libanais, mais surtout au niveau de la communauté chiite, en disant aux chiites, mais vous avez vu, c'est à cause d'eux, c'est pas à cause d'Israël qui a commis tous ces crimes, non, non, pas du tout. C'est à cause d'eux, c'est eux qui ont commencé, et maintenant le Sud est démoli, c'est à cause d'eux, vous êtes déplacés, vous avez des milliers de martyrs, c'est à cause d'eux. Donc, sortez du Hezbollah, arrêtez de soutenir le Hezbollah. Mais ça, cette rengaine, on la connaît depuis 20 ans. Tous les mouvements de contestation légitimes au Liban, 2015, 2019, ont été détournés. On a essayé de les détourner par les médias dominants, financés par l'Arabie Saoudite et les Émirats, ou l'Occident et les ONG, etc., pour diaboliser le Hezbollah. Du coup, c'était le Hezbollah toute la corruption du système confessionnel, féodal, basé sur un clientélisme, sur un système mafieux, c'était le Hezbollah, le seul qui n'a pas d'intérêt au sein de l'État, qui n'a pas de quotas, parce qu'au Liban, c'est des quotas. Chaque communauté impose, moi j'ai droit à 1000 fonctionnaires en tant que maronite, vous avez droit à 1500 en tant que sunnite. Ce clientélisme du système, lui, il est en dehors. Il n'a jamais, bon, il a créé un État parallèle où il pouvait subvenir aux besoins de sa communauté, mais c'était pour la bonne cause, pas pour faire un putsch, pas pour changer le système, pas pour faire un système islamique au Liban selon le modèle iranien. On sait depuis très longtemps, Sayyid Hassan Nasrallah, que Israël a employé 80 tonnes de fusées pour le, de, D'explosifs. pour l'assassinat d'explosifs, je ne trouvais plus le mot. Donc, il a dit, il a dit, mais on est pour la finalité de l'État libanais. C'est pas pour ça si on a nos références en Iran, comme les chrétiens ont leurs références au Vatican, c'est pas pour ça qu'on n'est pas libanais ou qu'on veut islamiser le Liban. C'est l'épouvantail utilisé tout le temps par l'Occident pour dire c'est un pays qui veut islamiser le Liban. Alors, qu'est-ce qu'on sort? Des crétins comme ça, des lunatiques qui te disent, oui, nous, on veut se baigner, mettre un maillot, ils sont contre le maillot. Moi, je veux boire du whisky, il est contre le whisky. Moi, je veux écouter la musique, il est contre. Le débat est réduit à ce niveau d'imbécilité quand on a une résistance, d'abord qui évolue beaucoup, parce que c'est les groupes et les idéologies, et surtout le chiisme qui est ouvert à toutes les diégèses possibles, à toutes les réflexions possibles, ils évoluent en tant que groupe et en tant qu'idéologie, mais peu importe. Jamais ils ont essayé d'imposer un hijab ou de brûler, je ne sais pas, un bar à Ashrafieh donc tout ça est une fausse guerre, est un faux débat parce qu'il faut diaboliser la résistance qui se bat efficacement
efficacement, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de groupuscules qui se sont cassés la gueule. Israël, c'est quand même, c'est les États-Unis, c'est l'Occident qui fournit des milliards de dollars par an pour nous tuer. C'est la machine à guerre financée par l'Occident. Donc, ils ont pu efficacement faire face à Israël et c'est leur grand crime, c'est leur grand péché, c'est le péché mortel. Tout le reste n'est qu'accessoire, n'est que prétexte. Du blabla. Est-ce que tu peux, tu as dit très bien qu'il y a il y a des chiites qui sont constamment sous la propagande occidentale pour en gros condamner le Hezbollah, ça marche pas. En fait, il n'y a qu'une élite chiite au Liban qui est touchée par cette propagande, enfin en tout cas pour laquelle la propagande fonctionne. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chiites, qui soutiennent le Hezbollah, qui sont souvent même pas musulmans, qui font pas partie de cette élite, qui soutiennent le Hezbollah parce que c'est la résistance comme tu le décris très bien. Est-ce que tu peux, toi, en tant qu'homme de gauche, euh, est-ce que tu vois comment la dimension sociale, financière, économique influe sur la conversation? La situation au Liban, la crise, Oui, la banque au oui, Liban. et le fait que le fait, ce que je veux dire, pardon, juste pour m'expliquer un peu plus, le fait qu'en réalité, les gens qui ont tendance à accepter le récit occidental et sioniste concernant le Hezbollah, en fait, c'est une micro-élite ultra nantie. Moi, je me rappelle que, voilà, j'étais à Beyrouth quelques semaines avant le 7 octobre. J'y suis allé plusieurs fois dans les années qui ont précédé. J'ai notamment fait la connaissance de membres de l'élite chiite à la télé. Moi, j'ai pu constater que dans les rues de Beyrouth, je n'ai jamais vu autant de Range Rovers que je vais répéter. Je n'ai jamais vu autant de Range Rover que à Beyrouth, et en même temps, j'ai jamais vu autant de gens euh, dans, enfin, il y a un contraste entre le nombre d'enfants qui essayent de survivre en faisant les poubelles et le nombre de Range Rover. Il y a une élite libanaise qui vit dans son petit monde et qui essaye de se séparer du reste de la société. C'est sûr, il y a la classe des 2%, on les appelle, au service desquels travaille le gouvernement actuel avec des lois scandaleuses sur la restructuration des banques, etc. C'est sûr. Mais pour revenir à la définition de l'élite, je veux dire, pour moi, l'élite chiite anti-Hezbollah, c'est des grands penseurs, des grands intellectuels de gauche qui étaient actifs pendant les années 70, 80, qui ont laissé des ouvrages, des poèmes, des essais, et qui sont pour des raisons idéologiques contre l'Hezbollah, qui n'ont pas pu admettre, eux, chiites laïcs, donc qui sont sortis de leur communauté, comme moi, je suis sorti de la mienne. Sauf que le hasard de l'histoire veut que l'autre communauté, c'est une communauté révolutionnaire qui se bat contre Israël. La mienne, sans vouloir généraliser, les représentants politiques, c'est les réactionnaires isolationnistes qui ont été des milices à la solde d'Israël. Donc, on ne peut pas dire il y a telle communauté et telle communauté, les comparer comme... Il y a des nuances. Mais peu importe. La vraie élite chiite qui sont contre l'Hezbollah, ont rarement laissé utiliser leur discours pour diaboliser le Hezbollah. Ils sont contre par principe. Donc ils ne suivent pas, ils ne font pas, ils ne soutiennent pas, mais ils ne sont pas dans cet outil de propagande. Ce dont tu parles, c'est cette fashionista dont tu as parlé. Moi, j'évite de personnaliser, donc je ne mentionne pas les noms parce qu'après, ça va faire un conflit personnel. Peu importe les personnes, ou alors ces phénomènes, ces énergumènes inventés par un système audiovisuel que j'appelle le système abrahamique, par référence aux accords d'Abraham, donc financés essentiellement par les Émirats et l'Arabie saoudite, mais c'est un système dominant, c'est plusieurs télés. Alors, ils ont inventé des gens, des guignols, qui sont là tout le temps à dire je suis chiite contre l'Hezbollah, qui n'ont aucune, qui ne sortent pas d'une réalité. Comme les autres critiques du Hezbollah auraient leur légitimité intellectuelle, historique, ancrée dans une réalité socioculturelle. Ce sont des phénomènes inventés par le système audiovisuel et qui sont là en train de débiter des choses, mais en fait, ils n'ont aucune représentativité. Donc, ils sont même reniés par les leurs. Ce que moi, je n'aime pas trop,
parce que renier par les leurs, ça fait un peu, on est dans un totalitarisme fascisant, peu importe, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de mon point de vue, mais ils sont ridicules plus qu'autre chose. Tu les entends, tu les vois à la télé, un point c'est tout, ils n'arrivent pas dans un rassemblement à réunir 200 personnes. Donc, ça n'a aucune valeur à part cette valeur médiatique qui est de, vous voyez, on essaie de scinder la communauté chiite parce que la communauté chiite, c'est c'est ce ciment c'est la vraie force du Hezbollah. Parce que les armes, tu peux les avoir d'une façon ou d'une autre. L'argent, malgré tous les blocages qu'on essaie de faire, tu peux les avoir, tu peux continuer. Mais si ta population, si ton public te lâche, ça devient différent. Donc, dans les urnes, le Hezbollah est fort, est dominant. Et bon, on va te dire, la terreur, ils ont obligé, c'est pas vrai, tout ça. Il faut aller sur le terrain et voir, c'est pas vrai. Donc, les élites dont tu parlais, maintenant qu'il y ait une classe de commerçants qui travaillent dans les pays du Golfe, qui s'en fout, parce que les gens qui font de l'argent, ils te disent, oh, on en a marre de la guerre, on veut la paix, on veut faire de l'argent, même si on fait la paix avec Israël, il y a cette illusion au Liban, maintenant on l'entend de plus en plus, il y aura stabilité, paix, prospérité si on fait la paix avec Israël. Comme s'il n'y avait pas eu la Jordanie, l'Égypte, la Palestine. On leur a donné, on leur a promis à Oslo un tout petit pays, un petit bout, 12% de la Palestine historique, et maintenant on le leur arrache, on le reprend, qui est maintenant c'est Samira, comment on dit en français pour le euh, Yehuda wa Samira, Judée et Samarie, voilà. Maintenant Oui, c'est Judée et pardon. Samarie, ce n'est même plus Ramallah et Daffa, etc. Ce qui veut dire que la paix, on sait où elle va. Pour revenir aux élites, donc ces élites ont une vision de la prospérité très émiratie, je veux dire. Mais l'Émirat, c'est plus une agglomération d'intérêts financiers qu'un peuple, une petite communauté financée par l'État, etc. Et ces millions d'étrangers qui sont là pour servir la machine à sous, qui jettent l'argent dans les poches des locaux et de ce petit clan En de réalité, régnants. c'est Donc, d'ailleurs, ouais, pardon Pierre, c'est en réalité je, ces pays je termine, oui. c'est des créations impériales en plus ces pays. À vrai dire, mais le modèle économique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, il y a un peuple. Et pas que les chiites de l'Est, il y a un peuple. L'Arabie Saoudite, c'est pour ça que le prince héritier hésite et n'ose pas aller signer les accords d'Abraham. Aux Émirats, c'est une agglomération d'intérêts et d'argent. Et tous ces esclaves, même les cadres supérieurs qui gagnent des millions, c'est des esclaves dans une machine. Ils mettent leur énergie dans cette machine. Elle produit de l'argent qui est, ploup, il saute dans la poche de cette caste qui domine. Peu importe, je disais que le modèle de prospérité qu'une certaine élite, entre guillemets, financière au Liban appelle de ses voeux, on veut plus de guerre, on veut la paix, on veut faire du business, c'est une grande illusion. En plus, la guerre, tu l'as pas choisie, toi. Elle t'est imposée. Il y a une occupation, il y a un occupant qui a toutes. Il y a encore quelques jours, le ministère des Affaires étrangères en Israël a publié une carte. C'était des statistiques de l'UNICEF, au fait, sur l'enfance et la faim. Dans la carte, il y a 10% du territoire libanais est avalé. Une partie de la Palestine, il n'y a pas Gaza, c'est une île, on dirait un club med, vraiment comme il le rêve, comme Kouchner le rêve. Et Taba en Sinaï, en Égypte, est avalé. Et le Golan, évidemment. Donc, c'est ça Israël. Et il ne le cache pas. C'est pas que toi, tu es en train de. T'es obsédé par les guerres, tu veux faire la guerre à tout prix. On voudrait la paix, on voudrait vivre, on aime vivre, on est des peuples qui aiment vivre, qui aiment danser, manger, chanter, prier, faire ce qu'il faut. Mais on est opprimé, on est sous l'occupation israélienne. Et ça, il y a une élite qui ne veut pas l'entendre, soit par fanatisme laïcard, soit par intérêt, ou ou il y a ceux qui sont directement compromis avec le système Ouais. d'israélisation de la région. Oui, oui, il y a beaucoup de gens en fait qui sont financés notamment par des organismes comme le National Endowment for Democracy, euh, USAID et compagnie. Euh, tu l'as sans doute vu il y a quelques semaines, il y a quelques, maintenant ça doit faire près de plus d'un mois en tout cas. Il y a le patron du Mossad
qui a été invité par le premier média pour jeunes, Instagram, qui s'appelle Legend Media. Légende Média, qui est un média français qui vraiment fait des chiffres absolument incroyables en termes de taux de pénétration auprès des jeunes. Le type a reçu le patron du Mossad. Ils ont une conversation notamment sur l'attaque terroriste avec les beepers, qui a fait autant de victimes dans la population libanaise. Bon, d'abord, moi, j'aimerais savoir ce que toi tu penses du fait qu'un média reçoive ce type euh, et pour une interview qui était très complaisante. Et lorsque le patron du Mossad a expliqué très fièrement l'opération et que le type lui a dit mais apparemment il y a eu des victimes, bon, il aurait pu s'informer un peu plus, puisque les victimes ont été un nombre considérable. Mais en plus, le patron du Mossad a balayé ça d'un revers de main en disant non, non, c'était que des gens du Hezbollah, sous-entendu, ça n'était que des terroristes. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce qui s'est passé et les dégâts que ça a fait, cette attaque terroriste? D'abord, c'est terrible que ce crime de guerre, qui est complètement un crime de guerre, qui cible n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, le beeper, tu le portes au supermarché. D'ailleurs, c'était le cas. Il y a beaucoup d'images avec tes enfants, en famille. Ce crime de guerre qui a été prémédité bien avant le 7 octobre. Donc, quand on justifie le génocide à Gaza, quand on justifie le génocide qui est en même temps écocide et génocide au sud Liban, on dit toujours que c'est à cause de ces terroristes. Or, il se trouve que les beepers ont été envoyés au Liban bien avant, enfin bien avant, quelques mois avant, et on ne peut pas cibler, c'était pas des farouches combattants, les combattants n'ont pas de beepers, c'est vraiment la société civile qui est autour du Hezbollah, qui travaille dans des associations civiles, comment on dit, jihad al-Bina, le jihad de la construction, enfin, plein de corps comme ça, et beaucoup de civils, beaucoup de civils. Donc, tu t'imagines un peu ce crime contre l'humanité qui a fait des milliers de victimes. Il y a des enfants aveugles, il y a des femmes aveugles, il y a des hommes aveugles, ou alors sans doigts. Ce crime barbare, prémédité, est source de fierté. C'est-à-dire, Trump et Netanyahou étaient fiers, il lui a offert un beeper en or. Donc, pareil, le patron du Mossad qui vient revendiquer fièrement cette opération réussie. C'est quoi cette opération réussie? C'est d'abord, tu as triché, tu as envoyé une marchandise que tu as trafiquée ailleurs pour tuer des innocents et des civils. Donc, c'est un des exemples types, le beeper. Merci d'avoir évoqué cet épisode affreux, vraiment sanguinaire de notre histoire, et en même temps être fier. Dire, oui, mais non, mais de toute façon, pareil, c'est pour justifier tes crimes. Tu n'as qu'à dire, c'est des terroristes. Moi, qu'est-ce que je... Les terroristes, il faut les éliminer, sinon ils vont nous tuer. Donc, c'est aussi simpliste que ça, aussi réducteur que ça. Et en face de toi, il y a vraiment un crime. Et personne n'ose l'appeler, donner cet adjectif, utiliser le mot crime contre l'humanité. Donc tout l'Occident est complice quelque part. Et qu'un média dominant, un média alternatif, jeune, prenne, à mon avis, c'est pas par hasard. On va pas rentrer, après on dira c'est des théories de complot. On ne sait pas, j'ai pas enquêté sur cette tribune, sur ce site, mais c'est sans doute, ça fait partie du système qui est d'une façon ou d'une autre financé ou idéologisé par le système israélien, par les intérêts israéliens, tout en chassant, tout en sachant que Israël est en perte de terrain totale dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, etc. Même avant 2023, je veux dire, quand il y a eu l'agression d'avant à Gaza, et il y a toute une génération de jeunes qui ont découvert la Palestine et la barbarie israélienne. Et depuis, ça ne cesse de monter. Donc, il y a des alternatives
volontariste, direct, dirigé vers l'opinion publique et vers les jeunes en France et ailleurs pour essayer d'absoudre Israël et de montrer comme un État civilisé qui se défend contre les barbares. Or, c'est l'inverse. Israël, c'est la barbarie même, Et qu'en à plus, travers ce crime. ouais, et qu'en plus, c'est un État, il y a une sorte de mélange très malsain entre, en fait, terrorisme, impérialisme et techno-utopisme, où, en fait, toute une flopée de médias occidentaux ont non seulement refusé de raconter la barbarie de cette attaque, et les victimes qu'elle a faites, des enfants, des civils, des médecins, des infirmiers, etc. Parce qu'on va pouvoir revenir comme ça au fait que le Hezbollah et les gens qui sont apparentés Hezbollah, ça inclut en fait des docteurs, des infirmières, etc., etc. Donc c'est vraiment grotesque de décrire cette organisation comme une organisation terroriste, qu'on soit d'accord ou pas, bref. Euh, mais en plus, il y a ce côté où, en fait, il y a beaucoup de médias occidentaux et parmi les plus, enfin, vraiment des journaux de référence, je parle pas de CNews mais qui ont décrit ça comme une sorte de prouesse de la technologie et puis de l'intelligence, le Mossad, ils sont tellement brillants, ils sont tellement incroyables, ils sont tellement, alors que c'est des comportements et c'est des, des, comment dire, de la manipulation qui est, en fait, profondément inhumaine. C'est des prouesses, c'est une prouesse de la barbarie occidentale. Maintenant, Frédéric Martel va rebondir, il dit en quoi il est anti-occidental. C'est la barbarie de l'homme blanc dominant qui veut à tout prix éliminer toute résistance contre son hégémonie. C'est une prouesse du crime, mais c'est une prouesse. Les criminels, les systèmes criminels, les systèmes barbares. Je donne une référence macabre, mais les fours à gaz, c'est aussi une prouesse technique. Le xylon, machin, c'est affreux. C'est la barbarie du siècle dernier. C'est aussi une prouesse. Tous les crimes barbares sont une prouesse. Et alors, c'est un crime, mais c'est une prouesse, c'est sûr. Ils ont pu envoyer toutes ces machines, etc., et assassiner, et blesser, et mutiler des innocents, des enfants. Il faut surtout voir les enfants aveugles et sans doigts pour comprendre la prouesse israélienne. Quel est l'état aujourd'hui? Quelle est la situation au sud Liban? Il y a beaucoup de mes amis appellent ça quelque part la Nakba du sud Liban. Qu'est-ce qui est en train où en est-on aujourd'hui dans cette offensive génocidaire qui essaye de ne pas dire son nom? Écoute, c'est terrible ce qui se passe au sud aujourd'hui, en tout cas dans les 600 kilomètres carrés qu'occupe Israël. C'est vraiment essayer d'effacer une civilisation, effacer les villages, effacer jusqu'au cimetière, sans parler des vestiges historiques qui rappellent une mémoire de plusieurs milliers d'années. C'est un acte criminel qui n'a pu être possible que par la lâcheté et la complaisance et la complicité de l'État libanais, de ce pouvoir mis en place par les États-Unis avec ses amis de la région, surtout l'Arabie saoudite, qui est complaisante, qui est impuissante, qui ne, au lieu de s'allier à la résistance pour faire face à l'occupation, s'allie avec Israël pour essayer de disséminer la résistance. Et donc la grande responsabilité pour moi est portée par l'État libanais, par le système, par le régime actuel au Liban. Maintenant, le problème, c'est depuis 2024, quand ils ont signé les accords de cessation des hostilités, le Hezbollah a respecté pendant 15 mois, mais vraiment tout à fait, pendant qu'Israël a continué ce qu'elle ne pouvait pas pendant les affrontements. Israël ne pouvait pas avancer. Donc, avancer, détruire, occuper, s'installer sur des dunes stratégiques
tout ça, on parle encore des accords de 2024, jusqu'à forcer l'État à aller vers un autre accord, ou alors là, parce que l'autre, c'était un accord en bonne et due forme, avec la France comme garant, avec les États-Unis, avec la FINUL comme garant, ils n'ont jamais rien fait pour stopper les agressions israéliennes, qui n'ont pas respecté le cessez-le-feu une seconde. Bref, on se remet on signe un accord cette fois-ci dans les conditions et les exigences d'Israël. L'État renonce à son droit à poursuivre Israël face aux tribunaux internationaux. C'est contre la notion de droit. Tu ne peux pas renoncer à ton droit de ton peuple. Plusieurs, plusieurs articles de cet accord on nous dit ce n'est pas, ce n'en est pas un, c'est pas un article, c'est vraiment le cadre, c'est le frame d'un accord à venir. Mais tout ce que, même Walid Jumblat, qui n'est pas un farouche soutien de la résistance et du Hezbollah, l'a dit. Il a dit, c'est vraiment ce que Israël vous a dicté. Vous avez vraiment obéi à Israël, le dictat d'Israël, et ce n'est pas du tout un accord. Où sont les résolutions des Nations Unies 425 ou même 1701, où sont les accords, les frontières internationales qui datent les accords entre les Français et les Anglais de 1923, confirmés en 1949 par l'accord de 1949. Bref, c'est pas cité parce que Israël s'est gardé le droit de manger, bouffer une partie du pays, d'avaler une partie du pays. Et ça se fait avec la complicité de l'État qui n'a aucune légitimité au sens, le président de la République a été, sa façon on l'a élu d'une façon anticonstitutionnelle, on ne pouvait pas l'élire comme ça, aller négocier contre la loi libanaise et contre la constitution libanaise avec l'ennemi sans aval populaire et sans amender certaines lois, c'est aussi, on peut négocier, le président de la République peut négocier avec l'ennemi, mais il ne peut pas abroger des accords, il ne peut pas signer des accords. Donc, tout ça se fait dans l'illégitimité la plus totale, avec on a un ambassadeur américain qui est d'origine libanaise, qui fait partie de cette minorité isolationniste haineuse de l'islam et tout ce que peut représenter le monde arabe et le soulèvement des peuples pour défendre leurs droits. Il appelle le président de la République, il lui donne des ordres. Il était au palais de justice, il a rencontré la plus haute autorité du droit libanais. Donc, c'est pour dire que la mainmise de l'occupation est totale, mais la résistance n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, il faut voir comment les choses vont évoluer. Elles évolueront en fonction de ce qui se passe dans le Golfe aussi. Parce que l'Iran, une des conditions principales dans l'accord, si jamais il y aura un accord, c'est le retrait israélien de Gaza, maintenant de Gaza en plus. Dans le temps, l'accord précédent, c'était du Liban. Maintenant, on dit Gaza, Liban, Syrie, etc. Donc, on verra bien. Vraiment décidément en train de sauver l'honneur et quelque part de sauver l'humanité du cancer occidental. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu d'où vient le président en question, puisque avant d'être président, il était juge. Non, le Premier ministre était juge. Le Pardon, président je parle du Premier ministre. Oui. Bon, le Premier ministre, c'est un modèle. Il a présidé je traduis de l'arabe, Mahkamet al-Jinayat Dawli, la Cour de justice internationale. Oui. Euh, euh, Avocat, puis a fait des études de droit, puis il est devenu juge, et il a eu ce poste qui fait partie d'un système de corruption, et tu dois être nommé et recommandé par un système politique libanais pour arriver là. Il fait partie de ce système, il a toujours été en marge de la politique, il n'a aucune personnalité. C'est le profil type des responsables que l'occupant amène pour dire béni oui oui, pour dire oui surtout avec un complexe, c'est une famille dont l'autre branche a été partie prenante de la politique au Liban. Il y a des premiers ministres, la famille Salam, Saeb Salam, etc., Tamam Salam. Il fait partie Et, de la branche. collaborationniste depuis des générations. Alors, ça, c'est une histoire vraiment liée à son grand-père qui a vendu des terres parce qu'il était intermédiaire et il a vendu des terres à l'agence juive à l'époque
la veille de la Nakba de 48. Oui, mais bon, c'est pas, il faut pas aller chercher dans son arrière-grand-père les sources de la traîtrise. La traîtrise, elle est chez ces élites qui ont soif de reconnaissance, qui ont soif de pouvoir, qui ont soif, qui sont prêts à tout, à obéir au maître blanc, lui faire tout ce qu'il veut en échange d'être au pouvoir, en échange de enfin, il faut voir son body language pour comprendre combien il doute de sa propre légitimité quand dans ses discours, il est pas, il faut vraiment baisser le son et voir comment il parle. Et là, on n'est pas en train de, on est dans la critique parce que ça c'est un discours aussi, le body language. Il est hésitant, il n'a aucune confiance en lui, il obéit aveuglément. Hier, il n'a pas hésité pour faire passer une loi scélérate qui absout les collabos qui sont en Israël, les terroristes et les trafiquants de drogue, les terroristes takfiri et les trafiquants de drogue. Donc, il faut penser tout de suite trois communautés. Ça ne veut pas dire que la communauté chrétienne est toute collaborationniste, mais les collabos sont en majorité des chrétiens, les collabos du temps de l'occupation israélienne avant 2000, qui ont pris la fuite en Israël. Maintenant, on leur dit, vous pouvez revenir. Enfin, en tout cas pour la famille et les enfants et la femme et tout. Et les trafiquants de drogue, c'est les chiites, en tout cas les chiites de la Beka, rien à voir avec le Hezbollah, évidemment, comme on essaie de lui coller encore cette étiquette, mais c'est depuis toujours des gens délaissés par l'État qui ont trouvé la culture, enfin, qui sont dans la drogue, et puis les sunnites qui sont dans le modèle takfiri de ex-Joulani, maintenant c'est devenu un président respectable en Syrie, n'est-ce pas? Parce que l'Occident a décidé, c'est l'Occident qui décide les lignes de démarcation entre le bien et le mal. Du coup, on lui met une cravate, on lui envoie quelqu'un qui le forme et ça devient un bon. Alors, tous les crimes qu'il a commis, c'est des erreurs de jeunesse, n'est-ce pas? On parle de président syrien actuel qui n'est ni élu, ni légitime, ni rien, mais qui est là, fait accompli. Donc, pour revenir, c'était une digression pour dire que de toute façon, euh, quand on, euh, euh, quand on parle de l'élite qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est une élite qui n'a aucune légitimité et qui n'arrive pas à croire qu'elle est au pouvoir, donc qui jouit de ce pouvoir vraiment. Il y a un Deus ex machina qui est venu et qui a mis le président là, on le prépare depuis 10 ans quand même, les États-Unis le préparent depuis très longtemps. Bon, la loi libanaise m'interdit certaines choses vis-à-vis du président de la République, donc je m'arrête là. Et le Premier ministre aussi, il ne croit pas ils ne croient pas qu'ils sont là. Ils sont prêts à toutes les concessions, à obéir aveuglément jusqu'au bout. C'est leur job. Ils sont là pour ça. Et c'est ça un peu le pouvoir actuel, malheureusement, au Liban. On est dans Vichy, mais Vichy, c'était très bien. Déjà, c'était très bien par rapport à notre réalité. Mais on est vraiment dans Pierre Laval, on est vraiment dans le maréchal Pétain. C'est un gouvernement vichiste à la solde de l'occupation israélienne, indirect au Liban, pas indirect, parce ils sont quand même au sud, ils occupent une bonne partie du sud, mais cette occupation, cette même mise américaine et saoudienne qui est au service du projet israélien. Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview qui, j'espère, sera la première d'une série. Euh, et je voudrais amener d'autres personnes à participer à la conversation, notamment peut-être notre ami qui nous a présenté Asma. Donc, je me réjouis par avance de te retrouver. Merci encore vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps pour cette interview et d'avoir commencé au moins un peu décrypter la réalité libanaise et le temps historique libanais qui est tout autre que celui dont beaucoup de gens qui veulent décrire la raison, dans lequel eux s'inscrivent, qui est souvent un temps en fait qui est les dernières 30 années ou 40 années ou 50 années, qui est en fait complètement inadéquat pour comprendre les dynamiques qui agitent en fait la partie du monde qui vit sous le joug de l'Empire. Merci beaucoup, merci Félix. C'était un honneur et un plaisir. On espère, on t'attend à Beyrouth. Il faut que tu viennes faire tes émissions ici directement comment dire, sur le terrain. Voilà. Inch'Allah, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Nous en reparlerons très bientôt, mon cher. Merci encore. Avec Au plaisir. revoir, Pierre. Merci. Au revoir.